Quels avantages les prairies peuvent-elles offrir aux éleveurs? Quel modèle envisager pour leur assurer un revenu digne et une meilleure qualité de vie au travail? Quel rôle les collectivités, les institutions, les acteurs techniques peuvent-ils jouer? Quels sont les écueils à éviter? Ben voilà, toutes ces thématiques, nous allons tenter de les traiter dans cette première table ronde avec un certain nombre d'invités. Madame Laurence Echevarria, qui est là. Bonjour madame. Vous êtes déléguée régionale de l'Institut de l'élevage du Grand Est. Nous aurons également M. Marcelin Laratte, vice-président de l'Union laitière de la Meuse, avec un certain nombre de questions à vous poser. Bonjour M. Laratte. M. Philippe Mestelan, agronome, formateur, fondateur de la Scopella, société coopérative de conseil en agriculture et environnement. Bonjour M. Mestelan. Madame Meuseau, conseillère à la Chambre d'agriculture de la Meuse, responsable du service élevage. Et enfin, Monsieur Basse, agriculteur à Bonzé, c'est dans la Meuse. Je vous en prie, Monsieur Basse, prenez place. Je crois que vous avez des micros qui sont à votre disposition. Je me tourne peut-être pour démarrer ce débat vers Madame Echevarria, donc déléguée régionale de l'Institut de l'élevage du Grand Est. Vous coordonnez aussi un réseau de fermes qui fait référence Inosis en partenariat avec les chambres d'agriculture. D'abord, Madame Echevarria, est-ce que vous partagez globalement l'analyse de Monsieur Plantureux lorsqu'il dit que l'élevage à l'herbe, c'est un atout pour l'environnement, mais c'est aussi économiquement performant? Oui, je crois que c'est allumé. Ouais. Il va se brancher, je pense. Donc, oui. je partage, je pense, l'essentiel des propos qui ont été dits en début de matinée. Là. Je pense que voilà, mon propos va plutôt conforter ce qui a été dit sur le fait que c'était possible en fait, d'avoir de la rentabilité économique dans des systèmes valorisant l'herbe. Alors peut-être, question sous-jacente, dans quelles conditions, quels sont les critères à remplir pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que ce soit performant, y compris économiquement? Alors, le principal, en fait, alors, je ne vais pas apporter d'éléments par rapport à quelque chose que M. Plantureux a évoqué sur la rentabilité de la prairie en elle-même, qui resterait peut-être à chiffrer. Nous, au niveau du dispositif Inosis Réseau d'élevage, on se place à l'échelle de l'exploitation, qui est composée de différents ateliers. Et donc, l'essentiel, quels que soient en fait les types de systèmes d'exploitation, c'est la cohérence du système d'exploitation. Sa cohérence, qu'elle soit aussi bien interne, donc par exemple avec une bonne adéquation du troupeau en termes de taille, de conduite, et des surfaces en termes de potentiel, des surfaces, de conduite des surfaces aussi. Et puis on a aussi des questions, des points en termes de cohérence externe, et je pense que ça a été aussi évoqué. Une bonne fossile, l'exploitation, il faut qu'elle soit en cohérence avec son territoire, avec les filières aval. Donc voilà, c'est tout un ensemble de cohérence qui fera que l'exploitation sera rentable. Alors il a beaucoup été question lors de ce premier grand entretien du partage de la valeur. Alors Monsieur Laratte, on est content de vous avoir. Vous êtes vice-président de l'Union laitière de la Meuse. Vous êtes vous-même exploitant à Sauvois. D'abord, petite question personnelle, est-ce que vous vous êtes mis au pâturage? Est-ce que vous le développez personnellement? Et puis ensuite, une question un petit peu plus politique. Alors, pour la question plus personnelle, je crois que vous ne pouvez pas mieux tomber parce que je suis en système toute herbe. Ah bah, parfait. Avec 80% de mes prairies en prairie de Meuse et sur une race plus spécifique qui est la Montbéliarde. Alors, il a été question du prix du lait. Et vous êtes le mieux placé pour en parler, du partage de la valeur. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour mieux répartir justement la valeur entre producteurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs? Où se font les marges aujourd'hui et qu'est-ce que vous préconisez pour peut-être faire évoluer la situation? Ça a été dit tout à l'heure, notamment par l'agriculteur du Pas-de-Calais, ou Nord-Pas-de-Calais. Il y a quelques années, en Meuse, on disait le lait, il est blanc. Ça voulait dire que tout le lait était le même. Oui. C'était du lait conventionnel. Depuis quelques années, en Meuse, c'est déjà du lait Vélog non OGM. Et aujourd'hui, je n'aurais pas eu la réponse là à votre question il y a un an, mais aujourd'hui, on part sur des laits segmentés à valeur ajoutée. Et le lait pâturage, notamment le lait à l'herbe, le lait pâturage est l'un d'eux. Il y a un an, c'était quelque chose qu'on voyait de loin, qui n'arrivait pas. Aujourd'hui, on a de véritables demandes. Alors, notamment parce qu'on est en Meuse, en Lorraine, Grand Est, on est sur une région portée, nos industries de transformation
beaucoup sur l'Allemagne. Et l'Allemagne est largement en avance sur le consommateur français, sur des laits segmentés, sur des choses segmentées, et notamment sur le lait pâturage. Et notre rôle de coopérative, il est justement d'aller chercher cette valeur ajoutée sur ces laits-là. Vous voulez dire que le consommateur allemand est beaucoup plus sensible à la question de la nourriture des vaches en fait, laitières, c'est ça? C'est un argument commercial beaucoup plus prégnant qu'ici? Beaucoup plus prégnant et qui, malgré les transformations qu'on a vues sur la consommation depuis 2 ans avec le Covid, aujourd'hui avec la guerre, reste stable. Le marché bio, notamment en Allemagne, ne s'est pas inversé. Et les marchés de lait segmenté, comme le lait pâturage ou du lait pâturage plus bien-être animal, sont des choses qui continuent à évoluer à grande vitesse. Oui. Donc on a du travail à faire ici de ce point de vue. Alors, Monsieur Bass, Hubert Bass, bonjour. Prenez un micro, je vous en prie. Donc vous êtes exploitant à Bonzé, le ARL du Bois Huon. Donc vous êtes ici chez vous. De votre point de vue, quelle augmentation du prix d'achat serait nécessaire pour réellement soutenir les éleveurs et pour faciliter cette transition vers, sinon le tout prairie comme Monsieur Laratte, mais en tout cas le plus de prairies? C'est le problème aujourd'hui que je rencontre. Alors, je ne suis encore pas dans les zones concernées et j'espère bien que l'Union laitière recherchera bientôt du lait près de chez moi et notamment chez moi en pâturage, parce qu'aujourd'hui, j'ai du lait qui est produit à base de pâturage et d'herbe, et pour autant, il va dans le même camion que les autres et il part et il n'a pas cette valorisation. Et c'est vraiment, je pense, oui, nécessaire d'avoir un prix du lait différencié pour ces laits-là, pour qu'ils se développent, parce que on l'a vu avec les premiers témoignages sur la part de maïs de prairies temporaires, de prairies permanentes. Si on n'a pas ce levier économique au niveau de la prairie permanente pour inciter à produire à l'herbe, ça sera compliqué. Alors, le chiffre précis, je ne sais pas, lequel fera la bascule. Je conseillerais à l'Union laitière de tester 100 €, puis on verra bien si on y passe. Non, mais raisonnablement, sans OGM, quand on est passé en sans OGM, j'étais aussi dans les premiers, on avait 10 €, c'était valable à l'époque, et aujourd'hui c'est un peu compliqué sur le sans OGM, mais il faut quand même quelques dizaines d'euros supplémentaires pour faire la différence, et je pense pour passer le cap et maintenir les prairies, parce que on a à les maintenir, on peut peut-être les augmenter, mais le grand défi c'est déjà de les maintenir, et dans le contexte actuel, on aurait tendance, si on raisonne que économique, à en retourner encore. Donc il y a vraiment besoin de quelques dizaines d'euros supplémentaires, parce que ça nécessite du travail, des adaptations et des investissements quand même en conséquence. 24%, le chiffre un peu vertigineux que nous donnait tout à l'heure M. Plantureux, la réduction des surfaces de prairies dans la Meuse. Comment est-ce que vous expliquez cette chute beaucoup plus importante qu'ailleurs, ici? Je ne sais pas si c'est à moi ou à Hubert pour la Chambre d'agriculture de répondre peut-être. Oui. Mais c'est sûr qu'on est très concurrentiel, alors le mot n'est peut-être pas le juste, mais très concurrentiel avec des grandes cultures. Et aujourd'hui, on a 2 soucis. On a le souci des prix des céréales qui va faire que les charges en élevage laitier explosent et qui fait que c'est aujourd'hui encore plus rentable qu'avant de faire des céréales. Et on a aussi le souci de la main-d'œuvre. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais l'élevage laitier est très gourmand en main-d'œuvre. Et c'est une problématique qu'on a du mal à résoudre aujourd'hui en agricole, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs. Problématique de rémunération ou de recrutement, tout simplement, de trouver des gens. De recrutement. Oui, pénurie de main-d'œuvre. Alors, Monsieur Bass, vous êtes d'une certaine manière un pionnier. Vous avez expérimenté pas mal de choses, notamment les mélanges prairiaux. Et puis aussi, vous avez mis en place un pâturage tournant. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ces pratiques? Oui, j'ai eu un peu le même raisonnement à mon installation. Alors moi, ça fait 15 ans que je suis installé, et j'ai eu le même raisonnement que mon collègue du Pas-de-Calais. J'avais des prairies permanentes à valoriser, qui étaient peut-être trop peu valorisées. Finalement, on était sur un système assez économe et qui produisait trop peu à l'hectare pour que ça soit rentable sur les prairies permanentes. Donc, il fallait améliorer ça. Donc, les leviers possibles, avec la Chambre d'agriculture, on a travaillé. Aujourd'hui, avec l'installation de ma sœur, parce que ma sœur m'a rejoint l'année dernière, ça a donné un coup de boost, et on a aussi un projet de viande à l'herbe demain. Et du coup, on s'est dit, on va essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc aujourd'hui, on a ce pâturage tournant, on découpe pour maîtriser plus, parce que le souci de ces prairies, finalement, c'est que quand on rencontre des techniciens et quand on veut calculer, c'est compliqué à calculer une prairie. Un maïs, on le rentre, on connaît le cubage, après on fait une ration, il y a tant de valeur, on met tant. Dès qu'on commence à être sur du pâturage sur de la prairie, finalement, il y a cette part avec l'environnement qu'on ne maîtrise pas et qu'il faut apprendre à maîtriser. Alors, il y a trop peu d'outils, mais le pâturage tournant permet ça. Et aujourd'hui,
malgré les coups de sec qu'on vient d'avoir, je sais à peu près où j'en suis dans ma prairie parce que j'évalue le stock. Et donc, ma sœur, depuis qu'elle est installée, alors c'est elle qui a le courage de faire ça, mais elle va mesurer les parcelles tous les lundis pour voir la hauteur en partenariat avec la chambre pour maîtriser cette hauteur d'herbe, cette avance et comment on arrive à gérer de manière technique, économique. Et comme mon collègue, il faut des tableaux de bord, il faut gérer. Et la prairie, c'est quand même plus compliqué à gérer. Et donc ça demande d'investir là-dedans pour mieux la gérer. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, Monsieur Meustelan, bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes agronome, formateur, fondateur de la Scopella, donc société coopérative de conseil en agriculture et environnement. Et vous êtes intervenu dans la région Hauts-de-France dans le cadre d'une convention avec l'agence de l'eau Artois-Picardie pour accompagner les éleveurs dans la valorisation de leurs prairies humides. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ? Quel bilan vous tirez de ce partenariat avec l'agence du Nord ? Oui, très bon, très positif. Moi, je suis un technicien agricole, c'est-à-dire que je vais de ferme en ferme. Je me vois un peu comme un colporteur d'expérience, en fait. Moi, je suis venu avec plutôt des références du sud de la France. Pâturajus, le réseau Pâturajus, c'est un réseau national d'éleveurs qui est né plutôt sous la Loire, avec des gens qui étaient confrontés à des sécheresses depuis longtemps, l'Hérault, le Lot, enfin c'est pas nouveau qu'il y ait un vrai été, et je suis arrivé chez eux, je me souviens dans le marais de la Slack, il y a quelques années, en leur disant mais là vous avez un trésor, alors que les éleveurs avaient quand même un regard assez négatif pour moi sur le point de départ. Et c'est vrai qu'il y avait des problèmes techniques d'intégration de ces surfaces dans les fermes. Voilà. Et puis petit à petit, en fait, en les faisant échanger, en les faisant essayer des choses, rentrer sur des hauteurs d'herbe plus différentes, réfléchir, le distribuer en lien avec le pâturé, avoir un regard positif sur la valeur des buissons, des herbes sèches, de la rumination, enfin tout un tas de sujets techniques qui s'apprend en fait au contact les uns des autres. Eh ben, on a constaté quand même une forte, je sais pas, alors je les vois là, il y en a 2-3 qui sont ici, donc je ne veux pas trop leur dire qu'ils ont progressé, mais enfin c'est une réalité technique d'une meilleure connaissance de la prairie, je crois que vous l'avez dit, c'est complexe, et surtout c'est le lien entre l'animal et la prairie qui est complexe. Il y a des variabilités saisonnières très fortes, il y a des étés humides, il y a des étés secs, il y a des printemps qui démarrent tard, etc. Donc voilà, cette complexité, nous techniciens, on ne peut pas dire aux éleveurs ce qu'ils doivent faire, c'est impossible, parce qu'on aimerait bien, moi j'aimerais bien leur dire, voilà, fais ci, fais ça, tourne comme ça, reviens tous les 30 jours, mais comme chaque année est différente, chaque troupeau a un comportement différent, voilà, et le cœur de ce qui a été fait et qui a bien fonctionné, on est maintenant 5 territoires, une 60aine d'éleveurs qui sont accompagnés dans ces collectifs. Ce qui a fonctionné, c'est l'appropriation, l'autonomie de décision dans les fermes. Alors, Fanny Meuseau, bonjour. Vous êtes conseillère à la Chambre d'agriculture de la Meuse, responsable du service élevage, et vous êtes vous-même fille d'éleveur, donc vous savez de quoi vous parlez. Pour vous, la clé, c'est une bonne gestion des surfaces. Est-ce que vous avez une recette, une clé de répartition parfaite pour réussir à tous les coups, ou est-ce que finalement c'est du coup humain, du cas par cas ? En gros, qu'est-ce que vous conseillez aux agriculteurs que vous accompagnez et que vous formez ? Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, ça j'imagine. serait sympa ça, oui. Mais ça n'existe pas. Nous, ce qu'on sait à la Chambre d'agriculture, c'est qu'on a fait une enquête par rapport au réseau d'élevage. On sait qu'entre un éleveur qui valorise bien son herbe et un éleveur qui sous-valorise, il y a à peu près 80 € de BE, de revenus par hectare en moins. Donc on sait que c'est vraiment important de faire ce travail de valorisation de l'herbe. Il y a à peu près 10 ans, on a monté le groupe Herbe et Fourrage, où on s'attache à accompagner les éleveurs. Donc toutes les semaines, au fil de la saison de la campagne fourragère, on sort des brèves qui leur permettent d'ajuster le pâturage, d'ajuster la fertilisation, de les accompagner au plus juste semaine par semaine par rapport au climat. Voilà, on leur donne un certain nombre de conseils. Et puis après, dans nos départements, il y a une brève plus technique, un 4 pages qui sort toutes les semaines, tous les 15 jours, qui s'appelle le Terre Info Élevage, qui est lu par les agriculteurs et où là, on donne davantage de pistes techniques en fait.
Et c'est vrai que travailler l'herbe, c'est compliqué. Et il y a 5 ans, avec les à-coups climatiques, il a fallu se réinventer parce que voilà, l'herbe, c'était compliqué. Avec la sécheresse, les agriculteurs ils nous disent oui, il faut produire à l'herbe. Mais quand il n'y a plus rien qui se passe, on fait comment ? Et donc, du coup, avec le groupe Herbe et Fourrage, on a réuni un collectif d'éleveurs et on leur a dit bon, qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on voit pour le futur ? Et donc, on est reparti sur le pâturage tournant et c'est de là qu'on a commencé à travailler avec Hubert. On a équipé nos agriculteurs d'herbomètres et ça leur permet, eux, de savoir où ils en sont dans leur jour d'avance et de nous, derrière, essayer de les piloter au mieux. Ensuite, on a travaillé, c'est ce que disait Sylvain, le plantain, en fait, parce qu'au niveau des plantes estivales, nos prairies, elles se dégradent avec les sécheresses et on essaie de retravailler ça. Donc voilà, et puis ensuite, on a aussi travaillé tout ce qui est agroforesterie, fauche précoce. Voilà, il y a un gros travail sur l'herbe qu'on fournit à la Chambre d'agriculture et qu'on essaye de faire vivre au mieux avec nos agriculteurs. Il y a une journée technique, là, vendredi, sur le pâturage tournant. Je vous y invite si vous le souhaitez. Pour parfaire ma connaissance Voilà. du dossier qui est lacunaire. D'autres intervenants arrivent maintenant sur le marché, si j'ose dire, de l'accompagnement technique, avec peut-être des approches différentes. Monsieur Mestelan en est la preuve. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil ? Est-ce qu'il y a des partenariats possibles ? Et puis, est-ce que ces nouveaux acteurs ou ceux qui offrent un autre regard ont fait évoluer aussi votre doctrine dans les chambres d'agriculture ? En fait, il y a Pâtursense qui est venu sur le secteur il y a à peu près 5 ou 6 ans, voilà, qui a fait... c'est des systèmes néo-zélandais, en fait. Ça a fait réfléchir les éleveurs au système de prairies. Après, c'est vrai qu'à la Chambre d'agriculture, on s'attache à retravailler, nous, en département, avec nos références. Parce que c'est vrai qu'ils ont une ouverture d'esprit, mais nous, on travaille avec le potentiel de nos prairies qu'on connaît bien. Donc, on a réadapté les informations qu'ils nous ont données à nos éleveurs et au potentiel des prairies de notre département. Voilà, je pense que c'est aussi important de redescendre au niveau département sur des références qu'on connaît et puis de retravailler ça correctement parce que c'est vrai que ça donne une ouverture d'esprit, mais voilà, il faut faire un travail de redescendre sur le terrain. Alors Laurence Echevarria, je rappelle que vous êtes la déléguée régionale de l'Institut de l'élevage du Grand Est. Vous avez mené une étude très intéressante, déclinée je crois d'ailleurs à la fois sur la filière viande et le lait, sur les différentes voies possibles pour parvenir à une rentabilité. En gros, vous avez mis en évidence 3 tribus chez les éleveurs, les valorisateurs, les économes et les productifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette segmentation et sur cette étude ? Oui, ça reprend l'idée en fait qu'il n'y a pas de modèle unique, il n'y a pas de recette et il n'y a pas de modèle unique. Donc, ce qu'on a fait en fait, c'est que c'était une période où on avait effectivement une fréquence des aléas qui soit économique ou climatique de plus importante, et on s'est attaché à regarder, puisque dans les réseaux d'élevage, on suit des élevages depuis certains 10-30 ans, à essayer de voir un petit peu leur trajectoire au fil de ces aléas et de repérer ce qu'on a appelé les systèmes à la fois efficaces économiquement et assez résilients dans le temps. Et donc on a analysé un petit peu leur stratégie. Et en termes économiques, effectivement, on a identifié différentes stratégies, dont 3 un petit peu extrêmes ou caractérisées qu'on a décrites et que vous voyez donc en illustration. Donc ce qu'on a appelé d'une part les valorisateurs, les économes et les productifs. Donc en fait, en termes économiques, on a différents leviers ou éléments qui jouent. Il y a tout ce qui est produit de l'exploitation, donc notamment par les prix et les volumes. On a à l'inverse tout ce qui est charge. Et donc tout ça en fait c'est de ramener en fait ça pour le revenu. Donc dans les valorisateurs, donc dans les stratégies valorisateurs, c'est des exploitations qui effectivement développent l'aspect plus-value du produit. Donc ça a été évoqué un exemple par rapport éventuellement à du circuit court, mais ça peut être des engagements dans les filières de segmentation qui ont ici été évoquées. Enfin voilà, toute filière qui amène de la plus-value. Ça peut aller jusqu'au label bio ou des choses comme ça. Ça peut aussi être dans certains cas des engagements avec des soutiens pour des activités spécifiques aussi de préservation de l'environnement.
Sinon, on a donc les exploitations dites de stratégie économe, qui, elles, en fait, activent le levier en minimisant en fait, les charges. Alors, voilà, minimiser les charges tout en... Voilà, l'enjeu pour ces exploitations-là, donc, c'est de diminuer les charges tout en essayant quand même d'avoir une certaine productivité pour aussi préserver une part de produit. Donc, c'est cet équilibre qui est un facteur clé chez eux. Et puis, donc, les productifs qui, eux, agissent sur le levier volume, essentiellement. Et donc, tout ce qu'on appelle économie d'échelle, avec des productivités, que ce soit au niveau des animaux, des surfaces, de la main-d'œuvre, notamment via des équipements, des investissements, et qui leur permettent de dégager beaucoup de volume et donc beaucoup de produits. Voilà. Alors, Monsieur Basse, vous vous classeriez où, vous, chez les valorisateurs, les économes ou les productifs? Je prendrais bien le meilleur des trois, en fait. Oui. Mais donc vous êtes un valorisateur. Non, je suis plutôt économe, on va dire. Oui. Si je regarde la catégorie, c'est celle qui ressemble le mieux à mon système, à moi, mais chaque ferme est unique et j'aime bien, on a besoin de ces tableaux pour se comparer, mais à chaque fois on a des choses qui diffèrent et qu'il faut qu'on réadapte à notre système propre à nous. Je suis pas mal justement tous les résultats de réseau, que ce soit Inosis, Chambre d'agriculture, Union laitière, pour essayer de piloter l'exploitation et je suis jamais dans une case précise, on va dire, mais c'est plus le système économe et c'est plus l'économie qui guide nos pratiques sur la ferme avec ma sœur, plutôt que productif. Ouais, si je peux me permettre, il n'est pas économe, parce que les économes, ils sont à 6100 litres par hectare de SFP. T'es économe et productif, en fait, ce qui est compliqué à faire, finalement, quand on valorise l'herbe. Alors vous, Monsieur Larate, donc vice-président de l'Union laitière et exploitant à Sauvois, vous êtes plutôt un valorisateur, non? Enfin... Ouais, un peu les deux, économe aussi, je pense quand même. Oui. Bon. Alors, oui, Madame Echevarria parlait des labels. Il n'existe pas de label. Il n'existe pas de véritable stratégie commerciale pour mettre en avant les... Oui, Madame Echevarria parlait des labels. Monsieur Larate, il n'existe pas vraiment de label pour l'élevage en prairie. Et c'est peut-être un peu le problème par rapport à l'Allemagne. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Alors, oui et non, il n'y a pas de label proprement dit. Aujourd'hui, par contre, ce qui se fait en lait pâturage est quand même certifié par un organisme indépendant. Oui. Mais il n'y a pas un vrai label d'imposer, mais il y a quand même une certification derrière. Aujourd'hui, quand vous allez acheter du lait pâturage en magasin, ça veut dire quelque chose, il est certifié, il est réel. Alors comment faire pour que l'Union laitière reconnaisse davantage ce mode de production et pour que les consommateurs aussi ils soient davantage sensibilisés? Parce que c'est un petit peu ça le fond du problème. Après, sachez que l'Union laitière, on est collecteur, on est transformateur sur des ingrédients laitiers, mais on ne va pas jusqu'au consommateur final. Par contre, notre but, le but de la coopérative, il est bien de mettre en lien le producteur avec les attentes des industriels et d'y répondre au mieux. Alors, comment faire aujourd'hui? Nous, c'est d'être à l'écoute. Le conseil d'administration a décidé d'être proactif sur les laits différenciés. Donc, il est bien d'aller au-devant des industriels. Et s'il y a une valorisation en plus à prendre, il est bien de l'amener à des associés coopérateurs comme Hubert. Alors, Monsieur Mestelan, fondateur de la Scopella, comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à valoriser davantage et à rentabiliser davantage leurs prairies au regard d'une stratégie commerciale finalement et de négociation avec les collecteurs, avec les producteurs, les transformateurs? Ouais, nous dans le réseau Pâturage Juste, je trouve que la discussion qui est là illustre bien ce principe, c'est que les gens ne se retrouvent jamais dans un des pôles, quoi, hein. Tout le monde a besoin de produire, tout le monde a besoin de maîtriser ses charges, tout le monde a besoin de certains volumes. Des fois, ça peut être les marchés d'été. Il y en a qui ont des pics de lait à fournir parce qu'ils ont un marché très court. Enfin, donc, en fait, pour nous, on aborde ça vraiment ferme par ferme, en redonnant confiance, en cherchant à redonner confiance à l'herbe. Et cette confiance, elle passe par des meilleures connaissances, par une meilleure prévisibilité. On n'aime pas le mot aléa climatique, par exemple. On parle de variabilité saisonnière qu'on prévoit, qu'on sait faire face. Donc la question de la valorisation, pour nous, elle n'est pas... Il y a des fermes qui jouent là-dessus, ils cherchent à mieux valoriser leur fromage.
Moi, je viens de la Savoie, c'est une zone d'appellation, mais je sais que dans les Vosges aussi, il y a le Münster, par exemple, qui joue sur qui essaye de jouer sur une espèce de typicité de fromage, mais fondamentalement, nous, techniciens et les éleveurs qui construisent notre réseau, sont persuadés de la meilleure rentabilité économique de l'herbe. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il faudrait penser que l'herbe produit plus cher? C'est l'inverse. Si on sait maîtriser son système, c'est technique, ça demande une maîtrise quand même évidente de la technicité du pâturage, parce que c'est le pâturage qui est la clé de l'économie, mais nous, on voit bien, et on le mesure sans arrêt, que les pratiques de pâturage rendent la production de viande ou de lait plus économe. Donc on produit, ce qui est paradoxal, c'est que le bio est plus cher que... en fait, la production n'est pas plus chère. Donc, qu'il y ait un effet, un bonus. En tout cas, ce n'est pas automatiquement les systèmes intensifs qui produisent la bouffe la moins chère. Et pour moi, là, c'est peut-être plus d'un point de vue personnel, mais je pense qu'on le partage beaucoup dans le réseau Pâturages-Juste, la production alimentaire. Sylvain Plantureau le disait tout à l'heure, mais une vache qui mange de l'herbe, c'est pas une vache qui mange des céréales, parce que la céréale, les humains peuvent la manger aussi. Donc, si on compare la production réelle d'une ferme à l'herbe, la production réelle alimentaire, elle est beaucoup plus forte qu'une ferme qui utilise des grains pour nourrir les animaux. Donc, voilà, l'un dans l'autre, nous, on espère ne pas avoir besoin du levier d'une meilleure valorisation, soi-disant d'une qualité environnementale, d'une contrainte. Non, nous, on veut prouver que la production à l'herbe est plus rentable. Alors, toutes les études ne le démontrent pas, et vous êtes comme M. Plantureux, vous remettez en cause un certain nombre d'indicateurs généralement utilisés, comme la productivité à l'hectare ou la productivité par animal. Vous dites, malheureusement, les agriculteurs qui ont fait le choix des prairies sont sous les radars, et il faudrait changer les modes de calcul de la rentabilité. Qu'est-ce que vous proposez comme ratio, finalement ? Chaque ferme a trouvé ses indicateurs de pilotage qui sont pertinents chez lui. Il n'y a pas de règle, mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit des gens qui pilotent sur le volume de lait, par exemple, ou sur la vitesse de croissance des animaux, on sait qu'ils ne pourront pas produire à l'herbe, parce que l'herbe, elle varie dans sa valeur au cours de l'année. On ne peut pas maintenir une production constante avec des prairies permanentes. Donc, voilà, ça demande quand même pour nous une nouvelle technicité, un changement de pilotage des systèmes. Donc, la valeur nutritive, la productivité qui sont... en gros, les seuls indicateurs aujourd'hui du conseil en élevage, nous, on s'en sert, bien sûr, c'est des indicateurs, mais on les enrichit. On parle de souplesse d'exploitation des prairies, on parle d'appétence, on parle de renouvellement. La clé économique, c'est notamment que la prairie permanente se renouvelle spontanément. Voilà un enseignement, par exemple, qui n'est pas du tout, alors sauf évidemment dans quelques bonnes écoles, abordé comment une plante survit et comment elle se reproduit. S'il n'y a jamais de mise à graines dans une prairie permanente, vous êtes sûr que dans 10 ans, elle est morte. Voilà, donc tout un tas de références techniques qu'il serait temps, en tout cas que nous, c'est notre cœur de métier, qu'on essaye de mettre à jour avec les éleveurs avec qui on travaille, qui comprennent qu'une prairie se renouvelle spontanément et que ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas la génération spontanée de Pasteur. Il y a bien des processus biologiques entre le pâturage, la fauche et la reproduction et la survie des plantes. Voilà des sujets techniques à ouvrir. La rumination, une des clés économiques, c'est la digestion des fibres. Si on digère les fibres, on donne moins de concentré. L'amidon empêche la digestion des fibres. Donc il y a un équilibre dans le rumen. Quelqu'un a parlé d'acidité de rumen. Voilà, en fait, à chaque fois qu'on aborde ces questions économiques et techniques, on rentre dans une technicité très précise, qui est nouvelle, qui est tout à fait passionnante. Les éleveurs se passionnent, parce que c'est le cœur de... Je sais pas, nous on dit toujours, les gens avec qui on travaille, ils ont deux passions, l'animal et la prairie. Mais voilà, ça renvoie une technicité, à nouveau, qui est tout à fait innovante. Et c'est pas revenir à l'agriculture de grand-papa. Aujourd'hui, on est vraiment dans une agriculture nouvelle, en construction. On est toujours déçu un peu de l'implication des lycées agricoles dans ce mouvement-là. Mais voilà, on voit que les choses bougent et que, en tout cas, les éleveurs avec qui on travaille sont tout à fait passionnés et conscients des enjeux techniques et de connaissances qu'il y a autour de la prairie. Madame Echevarria ou Madame Meusseau, ou les deux à la fois, sur la nécessité de revoir un petit peu ces modes de calcul et cette manière
d'envisager la rentabilité. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre d'indicateurs ont vécu et qu'il est temps de repenser et de recalculer les choses un peu différemment? Ou les enrichir, hein, moi j'ai Ou parlé. les enrichir, oui. Oui. Enfin, disons que nous, on fonctionne à l'exploitation d'élevage qui comporte déjà différents ateliers. Donc, en termes d'indicateurs, déjà, on est sur le BE global. Donc, celui-là, je pense qu'il reste robuste comme indicateur. On a aussi le ratio de ce qu'on appelle d'efficacité économique, qui est en fait le BE ramené au produit brut initial. Voilà. Après, je pense que c'est plus en termes peut-être d'indicateurs de pilotage ou de choses comme ça que parlait effectivement monsieur. Ouais. Madame Messot, sur ce... Moi, je rejoins Laurence. On travaille à l'échelle globale de l'exploitation et ça nous permet aussi de ne pas passer à côté des choses. Quand on regarde une exploitation qui pâture plus et qu'on la regarde dans sa globalité, on va voir aussi que les charges de mécanisation, les charges de carburant vont être plus faibles. Et ça, si on ramène ça à la marge brute ou sur ces facteurs-là, on ne le voit pas en fait. Et les réseaux d'élevage, on s'est toujours attaché à travailler à l'EBE et voilà, du coup, on passe pas trop à côté de tout ça en fait. Alors, j'ai envie de vous poser la question aussi avant de donner la parole à la salle. Comment est-ce que vous expliquez, puisque vous êtes ici en Meuse, ce recul inquiétant des prairies dans ce département, et que manque-t-il à l'élevage pour que les prairies regagnent du terrain? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? D'abord, est-ce que ça vous semble indispensable que les prairies regagnent de l'espace, et que faire pour y parvenir? Bien sûr, on sait que quand les exploitations sont plus autonomes, elles sont plus robustes, elles sont plus en déconnexion des marchés. Donc du coup, face à la crise de l'Ukraine, elles vont avoir tendance à avoir une meilleure capacité à absorber. Ensuite, c'est vrai qu'à la Chambre, il y a un gros travail de fait sur les prairies d'accompagnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné... on accompagne aussi des groupes d'éleveurs et on voit aussi que techniquement et économiquement, dès qu'on accompagne les éleveurs sur l'herbe, sur les stratégies à l'herbe, les chiffres s'améliorent aussi. Donc moi, j'ai aucun doute là-dessus et je sais qu'on met beaucoup de choses en œuvre pour les accompagner. Parfait, il nous reste un bon quart d'heure pour faire circuler la parole et permettre au public de poser ses questions à nos invités. Je vois une main qui se lève au fond. Monsieur Plantureux, vous aurez la parole aussi. On va peut-être prendre la question du fond, si vous le voulez bien. Et soyez assez aimable de décliner votre identité, puis peut-être votre qualité. Bonjour, je suis de Lorraine Association Nature. On est une structure qui coordonnons des plans régionaux d'action sur des espèces telles que le milan royal et l'épigrièche. Donc des espèces qui sont très liées en fait au système, on va dire, herbagé. Donc monsieur qui habite à Sauvois a peut-être déjà entendu parler de nous. Moi j'ai une première chose qui, en fait, aussi bien sur l'agence de l'eau par rapport au volet, au plan d'action, il y a une petite chose qui me taraude et qui n'a pas été encore abordée, aussi bien par monsieur Planturé aussi, c'est l'intensification des prairies. On est sur un phénomène qui commence à prendre pas mal d'ampleur, avec de l'enrubanage, des fauches qui commencent à être de plus en plus importantes. Sur la vallée de la Meuse, notamment, hein, on a des exemples avec des fauches très précoces. Hein. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi, ne nous trompons pas, au niveau des filières herbes dans le développement, on a un contre-exemple qui est magnifique, hein, c'est nos amis franc-comtois, avec l'AOP Comté. Alors c'est sûr, ils ont du Milan royal, ils ont des prairies, mais il n'y a rien dans les prairies, quoi. Et elles sont fauchées de manière très, très forte. Donc ça, c'est la chose qu'il faudra peut-être, sur laquelle il faudra être vigilant, sur le développement de filières herbes. Et l'autre chose, j'ai entendu parler d'innovation tout à l'heure par monsieur Dumont. OK pour de l'innovation, mais ne soyons pas schizophrènes. Ne soyons pas dans de l'innovation liée à justement de la méthanisation à outrance, comme on peut avoir dans les Vosges, sur des territoires où on travaille, ou la Meuse. Hein.
Et soyons innovants plutôt en CRAEC, en commission régionale d'aménagement et d'environnement, c'est les mesures MAEC. Des choses ont été proposées déjà, hors ZPS ou hors site Natura 2000, et elles ont été balayées d'un revers de main. Donc, alors monsieur, je vais faire mon Nicolas Demorand. Quelle est votre question? Donc ma question, c'est soyons innovants, surtout c'est plutôt une requête, soyons innovants d'un point de vue politique et n'ayons pas de double discours sur le fait que voilà, maintenant il faut effectivement être innovant dans les formations agricoles, il faut être innovant en chambre d'agriculture et ambitieux en CRAEC. Alors, pas de questions, mais des exhortations. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, monsieur Mestelan. Moi, ça me fait penser à, je sais pas, nous, c'est la compensation. Vous parlez de fauche précoce, ça fait 30 ans qu'on donne des subventions aux agriculteurs pour qu'ils fauchent tard. En disant, si vous fauchez tard, vous perdez de l'argent. Voilà, je ne sais pas s'il y a un décisionnaire de ça dans la salle, arrêtons ça. Arrêtons de faire croire que la fauche tardive n'est pas intéressante pour la production. Parce que des fois, c'est de retarder la fauche sur certaines prairies, qui est beaucoup plus rentable économiquement. Voilà, donc je pensais à Jean Martial tout à l'heure disait il a arrêté les engrais, parce qu'avant il conduisait des prairies temporaires, et donc la prairie naturelle, finalement, les engrais empêchaient le pâturage. Donc pareil, est-ce qu'on pourrait arrêter de faire croire aux agriculteurs que de mettre des engrais, c'est plus rentable que de ne pas en mettre, hein, et je pense que si les politiques publiques passer un message positif donc, sur les pratiques vertueuses en termes d'environnement, au lieu de faire compenser des surcoûts et des manques à gagner supposés, voilà, on sort d'une époque, j'espère qu'on va en sortir, où on fait croire aux gens que la biodiversité est contraire à la production. Il faut arrêter. Oui, la fin de mois contre la fin du monde, hein, on y revient. Monsieur Plantureux, vous souhaitiez... on va vous apporter un micro pour éviter les... Oui, une courte remarque et une courte question. Une courte remarque, c'était à propos du tableau là, qui nous est projeté, puisqu'on parlait d'indicateurs complémentaires pour enrichir, comme disait Philippe, sur la productivité. Ça me faisait penser à des chiffres qu'avait publié mon collègue Luc Delaby en Bretagne, où il s'intéressait à l'empreinte foncière de la production et au nombre d'hectares nécessaires pour produire 1000 litres de lait, et où il montrait qu'en fait... les systèmes qui étaient toute herbe étaient souvent considérés comme des systèmes moins productifs. Mais en fait, si on remettait dans les hectares du Brésil, des États-Unis ou même en France de céréales, etc., finalement, on revenait à l'équilibre. Donc, c'est aussi un indicateur intéressant, je pense que pour le citoyen, de se dire que les deux systèmes sont finalement neutres du point de vue empreinte foncière, mais il n'y a pas un système qui est bien meilleur que l'autre. Et ma question, c'est plus à Monsieur Laratz. En fait, c'est... moi, je suis convaincu qu'il faut valoriser le lait ou la viande en jouant sur les modes de production et les modes de production qui nous semblent les plus intéressants. Mais il s'avère que, apparemment, les consommateurs sont beaucoup plus sensibles au côté local qu'au mode de production. Et comment vous jouez là-dessus par rapport à cette demande du consommateur qui veut surtout du produit local, qu'il soit bio, qu'il soit produit à l'herbe, etc. C'est peut-être moins important pour lui. Du circuit court. Oui, vous avez totalement raison. La seule vérité qui est vraie depuis 2 ans, c'est qu'il n'y a plus de vérité dans les tendances de consommation quand même. Parce qu'on avait fait le choix d'opter pour des productions bio aussi il y a 4-5 ans et qui sont toujours en hausse sur la coopérative. Néanmoins, l'élan qu'on avait il y a 2 ans avec le Covid a totalement été cassé, il faut le dire. Aujourd'hui, le consommateur veut du circuit court et a plutôt abandonné la production biologique pour des gages de qualité comme du lait pâturage ou du bien-être animal, des choses comme ça. Et je reviens à ce que je disais en tout premier lieu, c'est vraiment des tendances qu'on voit beaucoup sur nos clients qui travaillent en Allemagne. Toutes les demandes aujourd'hui qu'on a ne sont pas forcément sur le marché français, ils sont sur le marché hollandais et ils sont sur le marché allemand. C'est là où on a certainement une différence par rapport à la partie locale avec le marché national. Alors quel label pourrions-nous imaginer? Lait de pâturage, vache élevée en prairie? Comment on pourrait, vous n'êtes pas publicitaire, mais comment on pourrait mettre ça en avant? Oui, il me semble que le lait de pâturage convient bien. Oui. Après, le label, il faut qu'il soit parlant, il faut qu'il y ait une publicité, il faut qu'il soit reconnu partout en France, voire en Europe, avec les mêmes normes derrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a du pâturage allemand, il y a du pâturage français, et peut-être même hollandais. Donc il y a aussi une harmonisation des normes à avoir derrière pour avoir un label qui parle à l'ensemble du consommateur.
Et puis des messieurs plantureux qui prennent leur bâton de pèlerin pour faire le tour des médias et expliquer quelles sont les vertus des prairies, peut-être. Oui, monsieur, vous souhaitiez poser une question. 2, voilà. Donc, je suis vice-président du département en charge de l'agriculture. Hier, j'ai visité une ferme, pas idéale, mais prairie, bio, qui fait sa production, vous allez la reconnaître, les Meusiens, qui fait sa production de produits laitiers. Et il me disait hier qu'il réservait la traite du matin pour, pour ces produits laitiers qu'il transforme. Alors, je dis, à quand un label traite du matin ? Alors, non, mais c'était pour introduire ma question. C'est mieux alors les traites du matin ? Apparemment, elle est moins grasse et pour faire des bons yaourts, c'est mieux. Alors, je dis juste pour. Est-ce que on voit que le nombre de labels augmente ? Alors, on est sur pourquoi pas traite du matin, bien-être animal, prairie. Bon, pâturage, je pense que c'est pas le mot idéal parce que je crois que c'est une marque commerciale d'Intermarché. Donc, mais peu importe. Est-ce que le consommateur français ne risque pas d'être perdu avec la multiplication des labels ? Alors, je ne peux pas vous répondre, hein, mais on a des spécialistes. Oui. Qui est-ce qui veut répondre à cette question ? D'abord, on répond à la question. Enfin, vous voulez y répondre ? Alors, on va répondre d'abord à la question de monsieur, le vice-président. Qui peut... Je pourrais juste dire 2 mots. Alors, qui êtes-vous d'abord, monsieur ? Producteur laitier en agriculture biologique. Et j'ai suivi un petit peu l'avènement, comment on dit, la mise en marché européen du label bio. Ça a été très très compliqué. Et je voudrais juste dire que pour pas qu'il y ait trop de labels, il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais ça serait intéressant que ce label pâturage ou ce label à l'herbe, ils deviennent européens. Sinon, on monte chacun dans nos pays des tas de valorisation comme ça qui sont mal utilisés. Même si en ce moment le bio il a un petit peu de mou, je pense qu'il reste parce qu'il est dans les 27 pays, bien codé, bien connu, etc. Et il faut se coordonner, mais c'était difficile dans les années 70-80 pour réussir à bien coordonner entre les 27 pays, les militants bio qui devaient faire causer à leurs ministres chacun pour que les ministres remontent ça au niveau de l'Europe. Et ça, ce travail, il est à faire avec un label intermédiaire. Bon, le ministre avait parlé de HVE, enfin, il ne faut pas en monter 50, mais il en faut sans doute un entre le bio. Monsieur Laratte, pour répondre à cette... Merci de votre intervention très intéressante et pour répondre à monsieur le vice-président du conseil départemental sur les labels. On va lier trop de labels tue les labels. Voilà, trop de labels tue les labels, comme avec beaucoup de choses. Oui. Et je ne peux qu'acquiescer ce que dit monsieur. Alors, le label traite du matin, oui, on va peut-être éviter quand même. Mais oui, trop de labels tue le label. Et par exemple, je vais reprendre l'exemple allemand. Sur le cahier des charges bio ou pâturage, il y a autant de cahiers des charges et de labels qu'il y a de vendeurs. C'est-à-dire qu'il y a un pâturage Aldi, il y a un pâturage Lidl. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. Et on a un vrai travail d'interprofession à faire avec les coopératives, avec les producteurs, avec les industriels, les consommateurs, les consommateurs, pour harmoniser et pour avoir un vrai label. Aujourd'hui, avoir un label pour tout et pour rien, vous le dites très bien, on va y perdre. Donc il faut des labels qui soient porteurs et il faut choisir les bons labels. Alors est-ce qu'il faut faire que du pâturage ? Est-ce qu'il faut faire du pâturage avec du bien-être animal ? Est-ce que... Voilà. On a une vraie question sur le cahier des charges. Oui, Madame Echevarria, prenez le micro, je vous en prie. Oui. Je disais qu'il y avait l'aspect uniformisation et puis l'aspect être concret pour le consommateur et donc avoir un cahier des charges aussi assez défini et qui veuille dire quelque chose pour le consommateur, quoi. En fait, monsieur, oui. En fait, plus on créera de niches, pour moi ce sont des niches en fait, plus on va valoriser un lait, on dira forcément que l'autre est moins bon. Il faut penser à tous les producteurs. Et chez nous, on a, je ne sais plus le terme exact, mais on a le lait d'ici ou quelque chose. C'est un lait qui est produit à moins de 250 km et ça marche bien. Donc il y a cette notion de proximité avant de créer toute forme de niche qui marche beaucoup mieux. Oui, mais proximité ne veut pas forcément dire qualité. Oui, mais en fait, plus on crée une niche, moi je ne suis pas d'accord pour des niches, des labels à tout va, parce qu'automatiquement on dévalorise le lait d'un autre, dans l'esprit du consommateur. Bah, c'est le jeu et en fait, tous les producteurs doivent vivre. C'est le jeu de la concurrence aussi. Oui, mais je ne suis pas d'accord. C'est tout. Très bien. Ah ouais, c'est vrai. Alors, ça tombe bien, on vous retrouvera cet après-midi. Oui, il y a plein de questions. On va encore en prendre 2 peut-être pour ne pas déborder. On a un tout petit peu débordé, mais comme on a démarré en retard,
Oui, madame. Oui, 3 bonjour. questions. Alors. Oui. Donc, moi, je travaille pour le parc naturel régional de la Vénois. S'il Nous, vous plaît, nos s'il vous plaît. éleveurs, donc on est un bassin laitier avec Lactalis et Sodial qui sont très présents. On a basé la valorisation de nos prairies permanentes et naturelles, notamment sur le label bio, suite à la demande de nos éleveurs. Aujourd'hui, je dirais que 80% des surfaces bio sont de la prairie naturelle, donc la bio nous permet de préserver. Oui. Mais effectivement, on essaye d'ouvrir des dialogues avec les laiteries sur notamment les conventionnels, quand un label. Et moi, je voudrais juste en savoir un peu plus sur cette démarche dont vous parlez, parce qu'on en entend parler, mais ça en est où en termes de maturité, où en est le cahier des charges, enfin, comment est-ce qu'on peut aussi prendre part en tant que territoire à ces démarches, parce qu'on serait très intéressés pour y réfléchir. Monsieur Laratte, je crois que vous êtes interpellé. Sur le label, donc. Alors, je vais juste reprendre la question d'avant sur la proximité. On n'est pas toujours proche de quelque chose, il faut quand même le savoir. En Meuse, le président du département l'a rappelé tout à l'heure, il y a 200 000 bovins pour 180 000 habitants. C'est 320 millions de litres de lait et on en transforme plus de 400. Et on est proche que de 180 000 habitants en Meuse. Donc la notion de proximité ne peut pas non plus s'adresser à tout le litrage. Et c'est aussi une niche, peut-être un peu plus importante que d'autres, mais ça reste une niche. Tout à fait. Alors, pour le label, on en est au tout début et je n'ai jamais parlé de label, moi, depuis ma présentation. C'est monsieur qui m'interroge à chaque fois. Il y a un vrai travail d'interpro à faire déjà qui est fait en ce moment sur les normes, qu'on ait tous les mêmes normes, qu'on parle de pâturage. Il y a du pâturage aujourd'hui qui existait sur 20 arts de pâturage par vache. Il y en a d'autres, c'est sur 10 arts. On est d'accord que ce n'est pas tout à fait la même chose et que si on a 10 arts, uniquement 10 arts par vache, il y a un moment, c'est un coin fort quand même. Il faut que les normes qu'on choisisse veulent dire quand même quelque chose et fassent référence, mais surtout, ce n'est pas prendre à revers le consommateur. Aujourd'hui, quand on dit 10 arts par UGB, par vache, donc ça fait 10 vaches à l'hectare, on est d'accord qu'aujourd'hui, avec les 10 jours qu'on vient d'avoir, ça veut pas dire grand-chose. Donc il y a un vrai travail à faire, mais on en est au tout début. Je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque chose de lancé à l'échelle nationale. Monsieur Mestelan, et puis ensuite, il nous restera 2 questions ici et au fond. Oui, je poursuis votre agacement sur la labellisation. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas la seule manette économique qu'on a. Moi, je pense aux grilles de rémunération des éleveurs. Quelle politique on peut mettre en place sur un territoire pour ne pas pénaliser le lait à l'herbe déjà, hein. Si on demande un lait constant, on l'a vu sur certains producteurs là, du nord de la France, qui étaient soumis à, si je baisse la production au mois de juillet, j'ai des pénalités. Oui, donc ça vous coupe du pâturage, hein. Donc il me semble qu'il y aurait aussi une vraie réflexion, c'est vrai aussi sur les grilles d'engraissement ou de finition des animaux à l'herbe, où finalement on a quand même tendance à faire des tomates en hiver aux éleveurs, hein, par ces grilles de prix. Alors je conçois bien la logique industrielle des productions stables dans l'année, etc. pour les ateliers, mais voilà, bon, il me semble qu'il y aura aussi un vrai chantier de réflexion sur l'adaptation de ces grilles de prix pour ne pas empêcher les gens de faire des pratiques agroécologiques. Alors 2 questions, une au fond, au milieu, et puis nous serons contraints de clore ce débat pour la pause déjeuner. Monsieur. Bonjour, Lambert Loïc, du coup, de Lorraine Association Nature. Je me permets juste de faire une petite intervention, ce n'est pas forcément une question, mais en fait, on travaille avec l'association, nous, depuis quelques années, sur un écolabel qui s'appelle Chouette Verger Ponopy-Grièche. Donc, on travaille sur toutes les communautés de communes de l'ouest des Vosges. Donc, en fait, ce label, il est pour des exploitations qui font attention à leurs habitats, voilà, par rapport aux prairies, tout ça, qui ont encore des linéaires de haies, des arbres isolés. Tout ça, c'est en lien avec des oiseaux qu'on appelle les pie-grièches. Et en fait, voilà, ce label, c'est un label qui n'est pas forcément financier, mais en fait, voilà, les personnes adhèrent à ce label. Il n'y a rien d'obligatoire, forcément. Elles signent une charte de bonnes pratiques agricoles, comme voilà, avec un respect de l'UGB par hectare. On travaille beaucoup sur les vermifuges aussi, parce que les pie-grièches ont besoin d'insectes pour se nourrir.
Donc voilà, beaucoup sur les vermifuges. Et après voilà, on fait un tour de tout le parcellaire avec une localisation des arbres isolés, des linéaires de haies, toutes les prairies, tout ça, pour travailler sur cet écolabel. Donc c'est un petit écolabel qui est pour le moment local, mais qui commence à prendre un petit peu de l'ampleur. Les personnes peuvent mettre cet écolabel sur leurs étiquettes de produits, tout ça, pour les personnes qui font de la vente directe. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite intervention, comme quoi il y a des écolabels qui existent et qui ont quand même... Une petite piste donc sur les écolabels. Voilà. Oui, monsieur... Vous n'allez pas m'inviter, moi je suis très bavard, donc je reprends cette idée. Et puis il me semble qu'il y a une vraie crise d'installation des jeunes. Il faut absolument qu'on soit sexy, quoi, hein. Il faut motiver des jeunes pour s'installer en élevage. On est en train de... à l'échelle du pays, c'est quand même une vraie disparition des éleveurs. Et il me semble que la reconnaissance professionnelle, donc le discours positif dont vous parliez dans l'introduction, il me semble qu'elle peut passer par là, c'est-à-dire une reconnaissance du bénéfice environnemental des pratiques d'élevage. Alors c'est aussi l'idée, et ça a été beaucoup traité dans votre région, du concours agricole des prairies fleuries, anciennement maintenant prairies et parcours, hein, qui récompense les agriculteurs pour leur savoir-faire à la fois produire et en même temps préserver un cadre de vie, une biodiversité. Voilà. Et il me semble que ce côté, au-delà du label qui exclut, hein, que si je reprends l'idée de Gilbert, donnons là on pourrait peut-être les multiplier, donnons des récompenses, reconnaissons à l'échelle communale, à l'échelle intercommunale, le travail des éleveurs, et Dieu sait s'il est important. Dans le sud de la France, c'est les feux, la lutte contre les incendies, la lutte contre l'érosion, la lutte contre les avalanches en montagne. Enfin, voilà, reconnaissons le travail des agriculteurs. Ça ne passe pas forcément par la label, mais par une multiplicité de récompenses, y compris au niveau local, et les communes peuvent être très actifs là-dessus. Monsieur Basse, je vous voyais acquiescer. Il faut être sexy. Oui, comment l'être? Je pense que ça rejoint aussi le besoin d'innovation. C'est qu'aujourd'hui, alors, moi j'étais encore au jeune agriculteur il n'y a pas longtemps, ma sœur vient de s'installer, elle a fait un autre parcours professionnel avant, elle est revenue à l'agriculture, ça lui plaît aujourd'hui. On aura besoin demain, en Meuse, vu le nombre de départs en retraite qu'on a, et principalement en élevage, d'attirer des jeunes du milieu, mais des gens hors milieu. Donc il faut se rendre sexy. Et pour se rendre sexy, il faut activer tous les leviers. Et l'innovation en est un aussi. La traite robotisée plus que la traite à l'ancienne au parc. Donc il faut aussi savoir adapter, mais la prairie et le pâturage et le robot, c'est possible aussi. Il y a plein de leviers, et donc faut être sexy, parce qu'aujourd'hui, j'ai un jeune là sur mon exploitation qui vient, qui est passionné, qui aime bien l'élevage, mais là, l'été, là, il va aller rouler un tracteur dans une méthanisation, ça plaît. Et quand il demande à ses copains, rouler un tracteur dans une méta, parce que la méta, c'est la mode, et ça plaît bien. Et ça, au niveau des jeunes, c'est sexy. L'élevage en pâturage, on n'attire pas autant. Hein. Et donc il y a un vrai sujet de rentabilité, mais aussi, alors ça passe par les deux leviers, le levier agroécologique, le levier innovation, mais il faut activer vraiment tous les leviers, parce que c'est l'enjeu de demain. Si on veut conserver, et j'ai bien aimé la première image, c'est-à-dire que pour avoir de l'élevage, il faut des éleveurs. Donc le sujet principal, c'est vraiment d'avoir des éleveurs et de donner envie d'être éleveur demain, parce que c'est un beau métier, mais il faut réussir à le dire et à l'affirmer haut et fort. Et comme dit M. Plantureux, c'est avec des prairies que l'on sauvera l'élevage, hein, c'est la proposition. Alors, je ne sais que faire, il est 12h30, peut-être une dernière question. Au milieu de la salle, je crois que c'était dans l'ordre je crois qu'il y avait une question là. Bon, vraiment une question très courte, avec une réponse très courte, et de toute façon, les échanges se poursuivront cet après-midi. Oui, madame. Bonjour, Véronique Corsin. Je préside la commission milieu naturel et aquatique à l'Agence de l'eau, et je suis directrice du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. J'ai juste une remarque sur effectivement l'installation. On a quand même un gros problème hein, par rapport. Il y a tout ce qui est sexy, mais il y a aussi le prix du foncier et le prix de l'installation, sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Et je regardais les diapositives, mais effectivement, en matière d'installation, si on veut attirer du monde au niveau des filières d'élevage et des filières vertueuses, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement au portage du foncier et à tous les investissements qui sont nécessaires. Et alors, ça vaut pour la céréaliculture aussi, mais là, on traite de l'élevage aujourd'hui. Je pense qu'il y a un gros chantier à faire à ce sujet. Donc, c'est juste une remarque. Merci, Madame Corsin. De toute façon, on vous retrouve cet après-midi dans l'une des tables rondes.
Si vous le voulez bien. Alors, dernière question. Oui, je suis faible, donc on va la prendre. Alors, oui. Bonjour, Alice Plantureux, stagiaire comité de communautaire d'eau. J'avais une question, parce que je bosse énormément je suis dans le milieu de l'eau. Et ma question, c'était qu'est-ce que vous mettiez en place pour protéger les cours d'eau? Parce que malheureusement, j'ai vu une photo de Monsieur Plantureux avec des vaches qui boivent directement dans le cours d'eau. Et donc l'important, c'est que c'est vrai que c'est une source de pollution. Donc savoir qu'est-ce que vous mettiez en place, vous, dans Alors, vos élevages. à qui vous vous adressez, madame aux deux exploitants qui sont présents. Ah, d'accord. Alors, monsieur Basse ou monsieur Laratte? Pour moi, justement, et c'est le sujet du jour, le fait d'être en prairie permet d'être plus vertueux et justement de limiter les pollutions. Après, sur les consommations d'eau en cours d'eau, on travaille sur plutôt des pompes à museau plutôt que les anciennes descentes qui descendent dans l'eau, mais c'est des choses qui sont travaillées, notamment aussi pour le risque sanitaire. Donc je ne pense pas que ça soit un enjeu aujourd'hui de masse que le nombre d'élevages qui peut descendre directement dans un cours d'eau. Je pense que c'est plus l'enjeu aujourd'hui. Monsieur Laratte, en 30 secondes. Oui, je vais suivre. Moi, je travaille de la même façon sur des pompes à museau. Je sais que l'agence de l'eau met aussi en place des éoliennes, des choses comme ça dans leurs projets. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir aidés à animer ce débat. Bon déjeuner, on se retrouve à 14h.